Dans notre programme, on vous parle souvent des erreurs classiques qu'on voit les entrepreneurs faire tout le temps quand ils veulent lancer leur startup. Et bien, dans cette vidéo, on va justement voir comment éviter l'une des erreurs les plus fréquentes, qui est de mal calculer la taille de son marché. Alors, accrochez-vous bien parce que dans cette vidéo, on va voir comment bien calculer le TAM de votre startup, qui est une étape super importante pour deux raisons. Premièrement, parce que pour bien avancer sur votre startup, il faut absolument que vous connaissiez la taille de votre marché pour vous assurer qu'il est bien viable. C'est assez logique, mais pourquoi est-ce que vous lanceriez une startup sur un marché qui n'a pas suffisamment de potentiel? Mais donc pour ça, il faut le vérifier correctement. Et puis la deuxième raison, c'est parce que vos futurs investisseurs vont se pencher très sérieusement sur la question de la taille de votre marché, vu que c'est à partir de ce calcul qu'ils vont pouvoir estimer leur potentiel retour sur leur investissement. Donc vous avez vraiment intérêt à bien maîtriser votre calcul parce qu'ils vont venir vous challenger dessus sérieusement. Et c'est assez logique parce que vous venez leur demander de l'argent, le grand minimum c'est au moins d'avoir pris le temps de calculer correctement la taille de votre marché pour qu'ils puissent en retour se faire une idée de leur ROI. Parce qu'un investisseur, c'est pas juste un grand philanthrope qui n'attend rien en retour. Il est là pour faire de l'argent et pour avoir un retour sur son investissement. Donc prenez bien le temps de faire cette étape parce qu'on voit très souvent les entrepreneurs mal calculer leur TAM et complètement se faire griller ensuite pour un investissement. Et c'est bien dommage. Bon, mais alors avant de rentrer dans le détail de ce que c'est le TAM et de comment bien le calculer, on va d'abord commencer par voir ce que le TAM n'est pas. Et donc les erreurs qu'on voit les entrepreneurs faire tout le temps et que vous devez absolument éviter. Alors, la première grosse erreur qu'on voit les startups faire absolument tout le temps, c'est de prendre une approche de haut en bas pour calculer leur TAM. Alors par exemple, une approche de haut en bas, ça va être un entrepreneur qui vient nous dire « Ok, moi, je vais vendre des bouteilles d'eau recyclables. J'ai un marché qui est énorme de plusieurs milliards. Donc, si j'arrive à obtenir seulement 1% de ce marché, ça veut dire que j'ai un marché, par exemple, de 400 millions. Sauf que non, c'est absolument pas comme ça qu'on calcule un TAM. Si vous allez voir des investisseurs avec cette logique de je prends 1% du marché, vous allez vous faire recaler directement parce que ça marche pas comme ça. Pour calculer votre TAM, on va le voir juste après, mais il va falloir être beaucoup plus précis et utiliser une approche de bas en haut. Donc, une approche basée sur de vraies études avec des chiffres bien documentés. Alors, une autre grosse erreur qu'on voit aussi beaucoup d'entrepreneurs faire, c'est de penser que leur TAM est égal à la taille du problème qu'ils veulent résoudre. Par exemple, on voit souvent des entrepreneurs nous dire « Ok, je vais vendre de la nourriture diététique, la malnutrition c'est un problème de 500 milliards d'euros, donc mon marché c'est un marché de 500 milliards d'euros. » Sauf que non, encore une fois, ça c'est la taille du problème, pas la taille du marché de la startup. C'est pas du tout la même chose. Ça serait comme vous dire « La crise du Covid c'est un problème de plusieurs milliers de milliards, et moi, je vends des masques chirurgicaux, donc mon marché, c'est des milliers de milliards. Ça n'a strictement aucun sens et c'est pas du tout représentatif de mon marché à moi. Une autre erreur qu'on voit aussi beaucoup d'entrepreneurs faire, c'est de calculer la taille du marché dans sa globalité. Par exemple, une startup dans la cybersécurité qui nous dit que son marché, c'est 400 milliards. Parce que la cybersécurité, c'est un marché qui est énorme dans le monde. Sauf que le problème avec cette approche, c'est que pour l'instant, la startup, elle n'existe pas encore et elle n'a pas le moindre client. Donc un TAM de 400 milliards, c'est pas du tout crédible. Quand on calcule un TAM, il faut être réaliste avec le stade de la startup. Donc oubliez les généralités de je prends 1% du marché global ou bien les estimations délirantes à partir de la taille du problème ou à partir du chiffre d'affaires d'une entreprise parce que ça ne représente en rien votre marché à vous. Bon, mais alors du coup, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on calcule bien son TAM? Alors en fait, le calcul du TAM, il est assez simple dans la théorie. Le calcul du TAM, c'est simplement le nombre de clients potentiels sur votre marché multiplié par votre prix. Donc c'est plutôt très simple comme formule. Sauf que bon, vous vous en doutez, il y a quand même une forme de complexité et certains pièges à éviter dans le calcul pour trouver notamment les bons chiffres et pour faire les bonnes estimations. Et c'est là où on voit énormément d'entrepreneurs aussi se planter. Mais du coup, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour bien calculer son TAM? Alors premièrement, dans cette étape, on va calculer deux TAM. Le premier TAM, ça va être celui de votre marché cible, donc de votre marché initial que vous avez identifié dans l'étape 3 du programme. Alors, on va commencer par calculer ce TAM pour une raison qui est très simple, c'est qu'on va d'abord devoir s'assurer que votre marché cible est suffisamment large et intéressant avant que vous vous lanciez dedans. Parce que, petit rappel, mais la logique de lancer une startup sur un marché cible, c'est de pouvoir récolter rapidement des KPI, donc des métriques, qui montrent qu'il y a un vrai potentiel sur votre marché et que vous savez comment procéder pour capter ce potentiel. Bref, que vous n'avez pas juste une idée, mais un réel business avec du potentiel qui ne demande que de l'argent pour tout déchirer. Mais bon, tout ça on en reparlera le moment venu sur le module de la levée de fonds. Mais du coup, grâce à ces premières métriques que vous allez récolter sur votre marché cible, vous allez pouvoir ensuite lever des fonds, si c'est nécessaire bien évidemment, pour pouvoir vous étendre et vous développer plus rapidement.
Sauf que voilà, la raison pour laquelle on calcule ce premier TAM, c'est que si votre marché cible est trop petit dès le départ, alors vous allez galérer à avoir ces bonnes premières métriques et donc un investissement sera beaucoup plus difficile à trouver par la suite sans ces premières bonnes métriques. Donc c'est hyper important de vérifier dès maintenant que votre marché cible a suffisamment de potentiel avant de vous lancer dedans. Bon, et alors maintenant, la question qui se pose, c'est à quoi ça sert de calculer le deuxième TAM pour votre startup? Et bien alors du coup, si le but du premier TAM, c'est de s'assurer que votre marché cible est suffisamment large pour être intéressant, le but du deuxième TAM, c'est de s'assurer qu'il y a bien un potentiel de croissance qui est intéressant pour votre startup. Parce que forcément, vous allez vouloir vous étendre et croître dans le futur, mais donc pour ça, il faut être bien sûr que c'est possible et intéressant. Et puis l'autre raison qui est super importante, c'est qu'il va aussi falloir montrer un TAM qui est plus large et plus ambitieux que juste celui de votre marché cible à vos futurs investisseurs pour leur donner envie d'investir. Parce que bon, on va pas se le cacher, mais investir dans une startup, surtout quand elle est dans un stade early stage comme le vôtre, c'est prendre réellement un énorme risque de ne jamais revoir son argent, vu qu'une grande majorité des startups se cassent la gueule à ce stade. Donc quand on est un investisseur ou un VC et qu'on prend ce genre de risque, on veut avoir un retour sur l'investissement à la hauteur du risque qu'on prend. Bref, on ne veut pas avoir un ROI de 10 ou 15% qu'on pourrait avoir en bourse avec significativement moins de risques. En général, on veut faire au grand minimum un x2 ou un x3 sur 5 ans. Parce que justement, il faut aussi compenser les autres investissements qu'on a pu faire dans d'autres startups où là, elles se sont cassées la gueule. Donc retenez bien que si vous allez voir des investisseurs early stage, il faut montrer un minimum d'ambition et des chiffres qui font un minimum rêver, sinon ça revient juste à leur demander de prendre énormément de risques pour une récompense qui en vaut pas la peine. Alors bien évidemment, attention, quand je dis qu'il faut les faire rêver, il faut quand même avoir un calcul qui est ultra réaliste et cohérent. Il ne faut pas juste sortir des gros chiffres sans aucune stratégie derrière, parce que vous n'allez pas du tout être crédible. Sortir des gros chiffres, n'importe qui peut le faire. Par contre, il faut ensuite savoir vraiment les atteindre, sinon vous allez juste vous tirer une balle dans le pied pour vos prochains rounds où vous n'aurez plus aucune crédibilité auprès d'investisseurs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais une startup, ça lève que très rarement qu'une seule fois des fonds. Donc généralement, il vaut mieux éviter de promettre n'importe quoi à vos investisseurs, parce qu'il y a de grandes chances que vous ayez besoin de relever à un moment ou à un autre. Et si vous n'avez pas atteint vos objectifs parce que vous avez été complètement irréaliste ou que vous avez promis la lune, et alors bon courage pour convaincre à nouveau des investisseurs de vous suivre. Bref, tout ça pour dire qu'il vaut mieux avoir un TAM hyper réaliste et cohérent plutôt qu'un TAM qui fait 300 milliards et qui paraît complètement délirant. Bon, mais alors du coup maintenant, rentrons dans le cœur du calcul. Alors pour que vous compreniez bien comment procéder, on va prendre un exemple tout simple mais qui explique bien comment calculer son TAM étape par étape. Alors, si on imagine que vous voulez lancer une nouvelle marque de glace sans lactose et que vous avez trouvé comme marché cible les femmes de 20 à 35 ans qui habitent à Paris et qui ne veulent pas manger de lait parce qu'elles sont véganes ou intolérantes, du coup, pour calculer votre TAM qui, on le rappelle, est le nombre de clients potentiels fois votre prix de vente, alors la première étape, ça va être de d'abord trouver le nombre exact de clients potentiels pour votre startup. Donc en gros, dans notre exemple, ça veut dire qu'on va devoir trouver le nombre exact de femmes qui habitent à Paris pour ensuite estimer à partir de ce nombre de femmes le nombre qui correspond à la tranche d'âge de 20 à 35 ans qui nous intéresse. Une fois qu'on a ce chiffre, on doit ensuite trouver le pourcentage de ces femmes de 20 à 35 ans qui vont être susceptibles d'être intéressées par notre produit pour pouvoir ensuite déterminer le nombre de clients potentiels parmi cette tranche d'âge. Une fois qu'on a ce nombre de clients potentiels, il faudra ensuite multiplier ce nombre par le revenu moyen, qui est en gros le prix auquel on va vendre notre produit, multiplié par sa fréquence d'achat sur une durée d'1 an. Parce que forcément, dans notre exemple, on a une fréquence d'achat vu qu'on espère que nos clients vont acheter plus qu'une glace par an. Bon alors du coup, dans notre cas, si on imagine qu'en faisant quelques recherches, on trouve qu'il y a 1,2 million de femmes à Paris, dont 330 000 dans la tranche d'âge de 20 à 35 ans, donc celle qui nous intéresse, on doit ensuite calculer quel est le pourcentage de ces femmes qui vont être susceptibles d'acheter des glaces sans lactose. Parce que forcément, toutes les femmes de 20 à 35 ans ne vont pas en acheter. Et du coup, pour trouver ce nombre, on a deux approches possibles. Premièrement, on a l'approche de bas en haut, aussi appelée bottom-up, qui consiste en gros à collecter les données soi-même, donc par exemple en créant un sondage qu'on va envoyer à un maximum de personnes pour savoir si elles sont intéressées par les glaces sans lactose ou non. Et normalement, grâce à cette approche, on devrait avoir une estimation plus ou moins précise du pourcentage de clients potentiellement intéressés, donc dans notre cas du nombre de femmes de 20 à 35 ans qui pourraient acheter des glaces sans lactose sur Paris. Et puis l'autre option qu'on peut utiliser, c'est celle dite de top-down, donc de haut en bas, qui consiste en gros à chercher dans des études déjà existantes sur votre marché. Mais alors attention, avec cette deuxième approche, il y a quand même très souvent un risque que ça soit très peu précis parce que les études peuvent dater ou parce qu'elles peuvent être basées sur un segment qui n'est pas exactement le même que le vôtre. Donc par exemple, les femmes américaines de 35 à 50 ans. Sauf qu'en fait, dépendamment du pays, de la tranche d'âge et de la culture, les gens en fait ne consomment pas forcément de la même manière. Donc il faut faire attention et pas trop se fier à des études déjà faites qui portent pas exactement sur le même marché. Et c'est pour ça que généralement, la première approche dite de bottom-up
est souvent plus adapté pour une startup, vu que vous allez créer un produit ou un service qui est innovant, où du coup il y aura très probablement aucune ou peu d'études déjà faites sur votre marché à vous. Et puis en plus de ça, vous avez aussi tout intérêt à parler et à sonder directement vous-même vos clients, parce que ça sera beaucoup plus enrichissant pour vous. Une des plus grosses conneries que vous pouvez faire en tant que fondateur d'une startup, c'est de faire votre étude de marché par quelqu'un d'autre que vous-même, parce que c'est là où vous allez tout apprendre. Ça serait comme demander à quelqu'un de faire à votre place vos cours de conduite et puis juste de vous pointer à l'examen. Et bah ça se passe rarement bien. Bon, mais du coup, si on en revient maintenant à notre exemple de glace sans lactose, si on imagine que dans notre exemple, on a fait un sondage qui montre qu'il y a 30% des femmes de 20 à 35 ans qui sont intéressées par l'achat de glace sans lactose, donc 30% de 330 000 femmes, on va dire que ça donne environ 100 000 clients potentiels sur Paris. Donc voilà, donc première partie du calcul qui est faite. Maintenant, pour la deuxième partie du calcul, on doit estimer le revenu moyen pour chaque client, qui est donc le prix fois la récurrence d'achat sur une année. Alors bien évidemment, ça va dépendre de ce que votre startup va faire. Vous n'aurez pas tous une récurrence d'achat dans votre business model. Par exemple, si vous lancez Tesla, il y a très peu de chances que vos clients achètent plusieurs voitures électriques dans une année. Par contre, si vous lancez Uber, dans ces cas-là, il y aura sûrement plus d'une course en moyenne faite par vos clients par an. Mais du coup, là à nouveau, on a deux approches possibles pour calculer une estimation réaliste du revenu moyen. Alors soit on utilise une approche bottom-up et on demande dans un même sondage ou durant des interviews clients combien en moyenne ces personnes achètent de glace par an et à quel prix, sachant tout de même que la probabilité que la personne que vous interviewez sache précisément son budget glace par an, il est assez faible. Par contre, ce que vous pouvez faire plutôt, c'est de demander quelle marque de glace la personne consomme et puis demander une fourchette de consommation. Donc, est-ce que c'est une glace par jour, une glace par semaine, une glace par mois, etc., etc. pour pouvoir vous ensuite calculer le panier moyen à partir du prix des marques que les personnes achètent et de leur fréquence de consommation qui vous ont indiqué. Et puis, l'autre option, c'est de trouver des statistiques sur Internet pour savoir en moyenne, donc si on reprend notre exemple, combien de glaces un Français mange par an en moyenne et à quel prix, pour ensuite pouvoir le diviser proportionnellement à la tranche d'âge qui nous intéresse. Alors généralement, le mieux c'est de faire un mix de ces deux approches et de faire une moyenne entre les résultats de vos sondages et celui d'autres études existantes, histoire que vos hypothèses se basent sur un maximum de sources bien établies. Par contre, encore une fois, il vaut mieux éviter d'utiliser juste des études externes parce que ça va être beaucoup plus difficile d'être précis et de savoir si on parle par exemple de glace vendue par des glaciers ou de glace vendue par des restaurants ou des glaces vendues dans des grandes surfaces, qui est très différent pour le TAM de votre startup. Parce qu'encore une fois, le TAM c'est votre marché à vous et pas le marché global. Donc si vous vendez en grande surface, vous devez exclure les glaces vendues ailleurs. Donc bref, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de spécificités pour être précis dans le calcul de son TAM, qui paraît pourtant plutôt simple à la base. Bon mais du coup, pour continuer avec notre calcul, si on imagine que grâce à notre sondage et à nos recherches, on trouve que la moyenne de consommation de nos futurs clients, ça va être de 20 glaces par an, alors ensuite, on n'a plus qu'à estimer notre prix de vente. Donc si on imagine qu'on veut vendre nos glaces pour 3 € l'unité, alors on va avoir un revenu total de 60 € par client par an. Donc 3 € fois 20 unités. Et alors si on reprend notre formule du TAM, qui est le nombre de clients fois les revenus par an, on a du coup 100 000 clients fois 60 €, ce qui nous donne un TAM de 6 millions. Alors bien évidemment, vous en doutez, mais c'est juste une estimation. Parce que forcément, le prix de vente ou le nombre de clients risque d'évoluer. Mais tout ça, faudra le tester sur le marché pour en être sûr. Mais ça, c'est le maximum que vous pouvez faire jusqu'à maintenant. Mais le but pour l'instant, c'est surtout d'arriver à une estimation la plus réaliste possible. D'ailleurs, au passage, si vous n'avez pas encore une idée très précise de votre pricing pour votre startup, ce que vous pouvez faire, c'est d'analyser votre compétition et vous demander si à partir du produit ou service que vous avez en tête, c'est logique d'être plus ou moins cher que eux. Et normalement, vous aurez déjà une petite indication de votre pricing. Mais bon, on verra la question du pricing plus tard dans le programme et en fonction, forcément, vous devrez réadapter votre calcul. Ça y est, on est presque à la fin, il nous reste encore quelques éléments super importants à voir. Bon alors, maintenant la grande question qu'on va voir, c'est quoi la taille d'un bon TAM pour une startup? Ou à l'inverse, c'est quoi la taille d'un mauvais TAM pour une startup? Alors, premièrement, la réponse c'est que ça va dépendre de votre marge et de la difficulté de pénétrer votre marché. Forcément, plus vous allez avoir une marge qui est faible et plus vous allez avoir besoin d'avoir un grand TAM, parce que sinon ça veut dire que vous allez faire très peu de bénéfices. Donc si vous avez un petit TAM, vous avez intérêt à bien marger. Et puis ensuite, c'est aussi important de prendre en compte la difficulté de pénétrer votre marché. Pourquoi? Parce que si vous avez un petit TAM mais qu'il est très facile à pénétrer et qu'il demande très peu d'efforts marketing, alors c'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, à l'inverse, si votre TAM est pas très grand et qu'il demande en plus beaucoup de ressources pour y rentrer, alors ça devient problématique. Parce qu'encore une fois, vous n'allez pas en tirer beaucoup de bénéfices et c'est pas le but d'une startup. Donc, une fois que vous avez fait votre calcul, si vous trouvez que le TAM de votre marché cible est inférieur à 5 millions et qu'en plus votre marché demande beaucoup d'efforts marketing pour rentrer dedans, ou alors que vous allez avoir une marge qui va être assez faible, alors c'est probablement que c'est pas un bon marché cible et qu'il faut que vous changiez quelque chose à votre idée.
Pour vous donner une fourchette, un bon TAM c'est généralement entre 20 et 100 millions. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est parce qu'en réalité, le marché est souvent plus petit que ce que vous allez estimer, parce qu'on a tous tendance à gonfler les chiffres quand on fait cet exercice et être un petit peu trop optimiste, mais c'est tout à fait normal. Et puis la deuxième raison, c'est parce que l'acquisition client, c'est quelque chose de difficile, donc vous n'aurez jamais 100% du marché, vu qu'il y aura aussi de la compétition. Et donc il faut prendre ça aussi en compte quand on calcule un TAM. Donc c'est pour ça que généralement un bon TAM c'est entre 20 et 100 millions, parce que si vous êtes à 20, ça vous laisse quand même une marge d'erreur pour avoir quand même un bon marché. Et puis surtout, faites le calcul. Si je suis un investisseur et que vous m'annoncez un TAM de 5 millions, alors je vais déjà partir du principe qu'en fait, en réalité, il en fait seulement 4, parce que du coup, il est déjà sûrement un petit peu surestimé. Et puis si je pars du principe que vous allez obtenir 30% de votre marché cible, ce qui est pas mal du tout en soi, 30%, bah alors ça vous donne un chiffre d'affaires de 1,2 million. Maintenant, si on imagine que pour votre produit ou service, vous avez une marge correcte de disons 15%, ça veut dire que vous allez avoir un profit de plus ou moins 180 000 € avant impôt. Sauf que moi, du coup, en tant qu'investisseur avec 10% de votre entreprise, bah, je risque pas de retrouver mon investissement rapidement, sans parler d'avoir une vraie chance d'avoir un retour sur mon investissement. Donc c'est pour ça que généralement, un TAM inférieur à 20 millions, surtout avec une petite marge, ça fait pas rêver un investisseur. Surtout dans la tech où il y a plein de projets avec des potentiels de ROI bien plus élevés. Du coup, la question maintenant qui se pose, c'est qu'est-ce que vous faites si votre TAM est trop petit? Alors, si votre TAM est trop petit, vous avez trois options. Premièrement, vous pouvez changer de marché cible parce que le vôtre n'est pas viable et donc vous devez en trouver un autre qui est plus viable. Deuxièmement, malheureusement, c'est peut-être juste un signe que votre idée n'est pas viable commercialement et donc vaut mieux arrêter les frais dès maintenant parce que ça sert à rien de vous lancer sur un marché qui sera trop petit. Et puis troisièmement, la dernière option, c'est que vous pouvez étendre votre segmentation pour rendre votre marché plus large. Donc par exemple, si on reprend notre exemple de glace sans lactose, on peut par exemple étendre notre marché cible à celui des femmes de 25 à 35 ans qui vivent en Île-de-France plutôt que juste sur Paris où il y a 6 fois moins d'habitants. Et dans ces cas-là, on aura un TAM qui sera beaucoup plus grand. Après, très honnêtement, le but de cette étape, c'est pas de manipuler des chiffres qui ne voudront plus rien dire à la fin. Le but, c'est vraiment de venir vérifier qu'il y a vraiment un potentiel sur le marché. Parce que du coup, si votre TAM est trop petit ou trop grand, ça veut surtout dire qu'il y a un problème dans votre stratégie ou dans votre positionnement qui est à régler et pas à juste mettre sous le tapis en modifiant les apparences et en gonflant le potentiel du marché. Donc faites bien attention à ça. Bon, et puis une fois que vous avez calculé le premier TAM du marché cible, vous n'avez plus qu'à calculer le deuxième TAM en suivant exactement la même méthodologie et la même logique, mais juste cette fois-ci à plus de segments du marché. Donc par exemple, dans notre exemple de glace sans lactose, le deuxième TAM, ça peut être par exemple plus juste sur Paris, mais également dans les 10 plus grandes villes de France, voire dans toute la France. Et du coup, dans ces cas-là, on aura logiquement un TAM qui sera beaucoup plus grand. Mais alors, bien évidemment, le tout, c'est que votre deuxième TAM, tout comme le premier, montre du potentiel, mais soit toujours réaliste et faisable. Donc partez pas sur une expansion en Chine, aux États-Unis et partout en Europe en simultané parce que c'est pas crédible. Faites un TAM à 3 ou à 5 ans où vous avez vraiment une stratégie derrière pour pouvoir l'atteindre. Bon, on arrive bientôt à la fin, il reste juste un dernier point qui est important de mentionner, qui est qu'un bon TAM, c'est exactement comme un calcul de maths au collège où votre prof voulait voir le détail de votre calcul sur votre feuille. C'est exactement pareil pour votre TAM. On veut comprendre d'où vous sortez vos chiffres et votre raisonnement. Donc on ne veut pas juste voir marquer 350 millions de TAM sur votre pitch deck et qu'on n'ait aucune idée d'où sort ce chiffre et de comment vous êtes arrivé à ce résultat. Donc donnez des détails. Bon allez, maintenant c'est à vous de jouer. Je compte sur vous pour voir passer des decks avec des super TAM bien détaillés. Allez, bon courage et à très vite.